Camille Beaumont avait bâti un empire de 800 millions d'euros en croyant que l'argent pouvait résoudre tous les problèmes. Ce matin de novembre, sa Mercedes tomba en panne dans une zone industrielle de Paris. Quand le mécanicien arriva, elle le traita avec le mépris réservé à ceux qu'elle considérait inférieurs. Escarpin Louboutin A1, 200 €. Tailleur Chanel impeccable, regard glacial. Elle lui ordonna de se dépêcher. Elle avait un conseil d'administration crucial, mais en traversant le garage avec arrogance, ses talons glissèrent sur le sol huileux. La chute fut brutale. La douleur explosa à la cheville, puis au poignet. Quand elle tenta de se relever, ses jambes ne répondaient pas. La panique l'envahit. Les larmes ruinèrent son maquillage parfait, tandis qu'elle murmurait des mots qu'elle ne prononçait plus depuis des années. Elle avait besoin d'aide. Et l'homme qu'elle venait d'humilier s'agenouilla à ses côtés avec une gentillesse qui allait tout changer, parce que parfois le destin vous fait tomber exactement là où vous devez être pour apprendre qui vous êtes vraiment. Paris, zone industrielle de Pantin. 8h47 du matin. La Mercedes classe S noire s'arrêta devant un garage qui semblait sorti des années 70. L'enseigne délavée indiquait « Garage Moreau & Fields ». Camille Beaumont regarda par la vitre avec un dégoût mal dissimulé. À 37 ans, elle était PDG de Beaumont Luxury Group, un empire international du luxe né d'une petite boutique de maroquinerie de Lyon. 8 ans de semaine de travail de 80 heures l'avaient transformée en l'une des entrepreneuses les plus brillantes et les plus impitoyables de France. Patrimoine personnel, 45 millions d'euros. Vie personnelle, inexistante. Ce matin-là, elle portait un tailleur Bordeaux Chanel à 500 €, des escarpins Louboutin à 200 €, un sac Hermès à 1000 €. Chaque centimètre de son apparence criait pouvoir et contrôle. Mais sous cette façade vivait une femme profondément seule, sans personne qui la connaisse vraiment au-delà des chiffres du bilan. Elle avait un conseil d'administration crucial à 10 heures. Elle devait présenter l'expansion en Chine de 50 millions d'euros. Mais la Mercedes en avait décidé autrement, s'arrêtant à 10 kilomètres du siège. Le chauffeur Philippe revint du garage accompagné d'un homme grand, épaules larges, combinaison de mécanicien taché d'huile. Thomas Moreau, 35 ans, propriétaire. Camille baissa la vitre juste assez pour parler, comme si l'air extérieur pouvait la contaminer. Elle le traita comme un domestique incompétent. Elle lui ordonna de se dépêcher. Quand Thomas expliqua que la réparation nécessitait 2 heures, elle explosa. Elle lui rappela combien elle gagnait en 2 heures, probablement plus que son salaire mensuel. Elle lui offrit 1000 € pour accélérer. Thomas refusa l'argent calmement. Il ferait le travail au mieux parce que c'était son métier, pas pour des pourboires. Camille resta choquée. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne n'avait jamais refusé son argent. Elle descendit de la Mercedes d'un pas furieux. Elle traversa le garage en essayant de ne rien toucher, ses talons résonnant sur le béton huileux. L'environnement la dégoûtait. Désordonné, odeur de graisse, outils partout. Mais ses talons vertigineux n'étaient pas faits pour ce sol. Alors qu'elle passait près d'une voiture sur le pont, le talon droit glissa sur une flaque d'huile. Tout se passa en 1 seconde. Le pied glissa, le corps tomba lourdement sur le côté, la tête heurta le sol. La douleur explosa de la cheville, du poignet, traversa tout le corps comme du feu. Elle tenta de bouger, mais ses jambes ne répondaient pas. Les larmes vinrent incontrôlables. Pas de colère, mais de pure terreur. Le maquillage parfait coula sur ses joues, tandis qu'elle murmurait des mots qu'elle ne prononçait plus depuis des années. L'apprenti cria alarmé. Thomas accourut à l'intérieur et vit Camille au sol dans une position anormale, le visage pâle, tremblante. En un instant, son attitude changea, seulement une préoccupation genuine. Il s'agenouilla à ses côtés, les mains sales, mais le toucher incroyablement doux. Camille pleurait sans contrôle, toute sa façade effondrée. Elle dit ne pas sentir ses jambes, terreur pure dans la voix. Thomas la rassura d'une voix calme, probablement du choc. Il devait l'emmener immédiatement à l'hôpital Saint-Louis, à 8 minutes. Même dans ce moment de totale vulnérabilité, Camille essaya de contrôler.
Elle balbutia quelque chose sur assurances privées et cliniques exclusives. Thomas la regarda avec une expression indéchiffrable. Il n'avait pas le temps pour ses caprices de riche. Pour la première fois en 20 ans, Camille Beaumont céda complètement. Elle murmura de l'aider, avec des mouvements délicats. Thomas et l'apprenti stabilisèrent chevilles et poignets en utilisant carton et ruban adhésif. Puis il la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Camille, qui n'avait pas été portée depuis des décennies, se retrouva pressée contre la poitrine d'un inconnu qui sentait l'huile moteur. Étrangement, elle se sentit en sécurité. Il l'installa dans le fourgon Fiat Ducato et partit vers l'hôpital. Pendant le trajet, il regardait constamment le rétroviseur, vérifiant qu'elle restait consciente. Camille, entre larmes et douleurs, murmura quelque chose sur son conseil d'administration important. Thomas sourit presque gentiment. Maintenant son conseil, c'était ses jambes. Le reste pouvait attendre. Aux urgences, il la reprit dans ses bras et courut à l'intérieur en criant. Les médecins arrivèrent avec un brancard. Alors qu'il l'emmenait, Camille, paniquée, chercha Thomas du regard, lui demandant de ne pas partir. Il sourit légèrement. Il n'irait nulle part. 4 heures plus tard, Camille gisait dans un lit d'hôpital. Le diagnostic était brutal. Fracture déplacée de la cheville droite, fracture du poignet droit, contusion grave à la tête. Les jambes fonctionnaient, ne pas les sentir n'était que le choc. Mais elles ne marcheraient pas pendant au moins 2 mois. Une opération chirurgicale avec plaques et vis était nécessaire, suivie de mois de rééducation. 2 mois sans marcher. Pour Camille, habituée à courir constamment, c'était une sentence pire que la prison. Le tailleur Chanel avait été coupé par les urgentistes. Les cheveux parfaits étaient un désastre. Le maquillage coulé laissait des traînées noires. Pour la première fois en années, Camille Beaumont semblait simplement humaine, vulnérable, effrayée. Son assistant Julien était passé, nerveux et mal à l'aise de la voir ainsi. Il lui avait dit que tout était organisé pour son absence. Puis il s'était échappé, incapable de gérer la situation. Quand il partit, Camille resta complètement seule. Aucune famille, ses parents morts 5 ans plus tôt, aucun véritable ami, personne qui venait juste parce qu'il l'aimait. Elle allait fermer les yeux quand on frappa. L'infirmière demanda si elle voulait voir le monsieur qui l'avait amené. Thomas. Après 4 heures, il attendait encore. Camille hésita puis accepta. Thomas entra encore dans sa combinaison sale, un sac plastique à la main. Il semblait déplacé, mais son visage montrait une préoccupation genuine. Il demanda comment elle allait. Camille rapporta le diagnostic d'une voix plate, mais les yeux humides. 2 mois sans marcher. Thomas s'excusa pour le sol huileux du garage. Mais Camille l'arrêta. Ce n'était pas sa faute. C'était la sienne, qui courait avec des talons ridicules, en pensant seulement à son stupide conseil, au lieu de regarder où elle mettait les pieds. Thomas sembla surpris de l'admission. Il lui tendit le sac avec ses affaires récupérées de la Mercedes. Seulement alors, Camille réalisa qu'elle n'avait même pas pensé à son Birkin à 15 000 €. Ce sac humble contenait des objets valant peut-être 20 €, et elle n'y avait pas pensé. Elle remercia sincèrement. Au lieu de partir, Thomas s'assit. Il lui posa une question directe que personne ne lui avait jamais posée. Pourquoi était-elle si en colère contre le monde? Qu'est-ce qui l'avait blessée au point de construire tous ces murs? Camille aurait dû s'offenser, mais elle n'avait plus l'énergie de mentir. Elle raconta ses parents morts 5 ans plus tôt dans un accident. Sa mère tuée sur le coup, son père après 3 jours en réanimation. Elle n'était pas là quand il mourut. Elle était en réunion à Londres, trop occupée pour prendre le premier avion. Les larmes coulèrent, tandis qu'elle expliquait qu'après cette tragédie, elle avait décidé de ne plus jamais laisser les émotions la contrôler. Le travail était sûr, l'argent mesurable, le succès contrôlable. Les gens vous abandonnent, meurent, déçoivent. Mieux valait ne pas en avoir besoin. Thomas écouta en silence, sans juger. Puis il dit quelque chose de simple mais puissant. Ses parents n'auraient pas voulu la voir transformée en quelqu'un qui avait peur de ressentir, vivre, se connecter. Camille voulait se fâcher, mais elle savait qu'il avait raison. Elle admit ne pas savoir comment être différente. Elle avait oublié. Thomas sourit tristement. On commence par de petites choses. Dire merci vraiment. Demander pardon. Admettre avoir peur.
Elle venait de le faire avec lui, un mécanicien inconnu. C'était un début. Il se leva pour partir, mais Camille l'arrêta. Elle lui demanda s'il pouvait revenir demain. Il n'était pas obligé, mais elle n'avait personne d'autre. Thomas la regarda longuement, puis promit de revenir après le travail. Il lui apporterait aussi quelque chose de décent à manger. Cette nuit-là, Camille pleura comme elle ne l'avait pas fait depuis 5 ans. Elle pleura pour ses parents, pour la vie gaspillée à construire des murs, pour la femme dure et seule qu'elle était devenue. Quand elle s'endormit finalement, elle rêva de mains gentilles tachées d'huile qui la gardaient en sécurité. Les jours suivant l'opération furent les plus difficiles de la vie de Camille. La douleur physique était gérable avec les médicaments. Se confronter à ce qu'elle était devenue l'était beaucoup moins. Thomas revint chaque soir pendant 1 semaine entière. Il apportait de la nourriture faite maison, bœuf bourguignon, ratatouille, soupe à l'oignon, des choses simples et familiales que Camille ne mangeait plus depuis des années. Il parlait pendant des heures. Elle raconta son enfance quand elle rêvait de devenir architecte, mais choisit l'économie pour faire plaisir à ses parents. Il raconta le garage hérité de son père, mort d'une crise cardiaque à 52 ans dans son garage, en réparant une énième voiture. C'est pourquoi Thomas ne travaillait que 8 heures par jour, expliqua-t-il un soir en épluchant une pomme pour elle. Son père était mort à minuit avec le cœur cédé à cause du stress. On l'avait trouvé le lendemain matin. Thomas avait 18 ans. Il jura ce jour-là que l'argent ne valait pas la vie. Il gagnait assez pour bien vivre, pas pour devenir riche, mais il vivait vraiment. Il allait pêcher le dimanche, lisait des livres, regardait les couchers de soleil. Camille le regarda couper la pomme avec précision. Ces choses n'étaient pas stupides, admit-elle doucement. C'étaient des choses qu'elle avait oubliées qui existaient. Pendant la 2e semaine, quelque chose changea. Ce n'était plus seulement de la gratitude. Camille commença à attendre ses visites avec une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La façon dont Thomas riait, comment il l'écoutait vraiment, comment il la regardait en voyant elle et non son patrimoine. Un soir, Thomas arriva avec quelque chose de différent, un livre, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Sa mère le lui lisait enfant, expliqua-t-il en le posant sur la table. Il y avait une phrase qu'il n'avait jamais oubliée. L'essentiel est invisible pour les yeux. Sa mère lui avait fait promettre de ne jamais l'oublier. Camille ouvrit le livre et lut « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux ». Cette phrase la frappa comme un coup de poing. Elle avait passé 15 ans à regarder seulement avec les yeux. Bilan, chiffres, profit. Elle avait complètement oublié comment regarder avec le cœur. Elle murmura qu'elle commençait à comprendre à quel point elle avait eu tort, combien de temps elle avait gaspillé. Thomas prit sa main gauche, le geste étonnamment naturel. « Il n'était jamais trop tard pour changer, dit-il. Parfois le destin vous arrête exactement où vous devez être pour vous forcer à voir ce que vous avez ignoré. » Cette nuit-là, après le départ de Thomas, Camille commença à lire. Pour la première fois en 15 ans, elle lut quelque chose qui n'était pas du travail. Elle lut pour le plaisir de lire, et elle pleura. 3 semaines après l'accident, Camille sortit de l'hôpital. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Elle aurait dû aller dans son penthouse, avec assistance organisée 24 heures sur 24. Mais la veille de sa sortie, Thomas fit une proposition inattendue. Il vivait dans une maison à 2 étages dans le 13e arrondissement. Rez-de-chaussée avec jardin. Il avait une chambre d'amis au rez-de-chaussée, salle de bain adaptée, tout accessible en fauteuil roulant. Sa mère y avait vécu quand elle ne pouvait plus faire les escaliers. Si Camille voulait un endroit pour se rééduquer où elle ne serait pas seule, l'offre était ouverte. Camille le regarda incrédule. Il la connaissait depuis 3 semaines. Elle l'avait traité comme de la saleté le premier jour. Pourquoi faire ça? Thomas la regarda droit dans les yeux. Personne ne devait être seul quand il avait besoin d'aide. Et en ces semaines, il avait vu la vraie personne derrière la PDG. Cette personne lui plaisait. Camille sentit son cœur s'accélérer. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça. Personne n'avait voulu la vraie personne, seulement la version à succès. Elle protesta faiblement. C'était trop. Il avait sa vie.
son travail. Thomas rappela qu'il travaillait 8 heures par jour et rentrait pour dîner. Une dame venait 3 fois par semaine pour nettoyer et pouvait aider. Ce ne serait pas un fardeau. Ce serait agréable de ne pas dîner seul pendant quelques semaines. Il y avait de la vulnérabilité dans sa voix. Thomas aussi était seul. Lui aussi avait construit une vie sûre mais isolée. Camille accepta. 2 semaines d'essai. Le lendemain, Philippe la conduisit, en taxi, à la maison de Thomas dans le 13e. Ce n'était pas le quartier chic où elle vivait. Immeuble des années 70, aire de jeu avec balançoire rouillée, bar avec enseigne néon. Mais il y avait de la vie. Famille, personnes âgées sur les bancs, enfants qui jouaient. La maison était une petite maison mitoyenne, modeste, mais bien entretenue. Petit jardin avec des roses qui commençaient à fleurir malgré novembre. Thomas attendait à la porte, nerveux comme un garçon à son premier rendez-vous. La chambre d'amis était simple, mais accueillante. Lit simple avec couverture à carreaux, table de chevet, armoire en bois sombre, fenêtre sur le jardin. Rien de luxueux. Mais étrangement, Camille se sentit plus chez elle que dans son penthouse de 4 millions. Les premières semaines furent difficiles. Dépendre de quelqu'un n'était pas facile pour elle. Thomas devait l'aider avec des choses basiques. Se déplacer, prendre sa douche, s'habiller, toujours avec discrétion et respect absolu. Camille se sentait humiliée, vulnérable, exposée. Mais Thomas ne la faisait jamais se sentir faible. Il la traitait avec une gentillesse respectueuse qu'elle n'avait jamais connue. Lentement, quelque chose changea. Ils commencèrent à dîner ensemble chaque soir. Thomas cuisinait des choses simples. Pâtes, viande grillée, salade. Il parlait de tout. Il racontait les voitures, les clients bizarres, les petites victoires quotidiennes. Elle racontait le travail, mais différemment. Sans se vanter, juste en partageant, il riait. Quand avait été la dernière fois que Camille avait vraiment ri? Un soir, pendant que Thomas lavait la vaisselle et que Camille essuyait assise dans le fauteuil roulant, il lui demanda si elle était heureuse dans son travail. Vraiment heureuse. Camille posa l'assiette. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Le succès était supposé équivaloir au bonheur. Elle admit ne pas savoir. Avant, elle aurait dit oui. Maintenant, elle pensait avoir confondu succès et bonheur. Elle avait gagné, mais quoi? Un penthouse vide, une entreprise pleine de gens qui la craignaient. De l'argent utilisé pour acheter des choses inutiles, pour impressionner des gens qui ne lui importaient pas. Thomas se retourna, les mains dans l'eau savonneuse. Il n'était jamais trop tard pour changer, pour choisir différemment. Cette nuit-là, Camille resta éveillée à regarder la lune. Pour la première fois en années, elle se demanda non pas comment devenir plus riche ou puissante, mais comment devenir plus heureuse. Et toutes les réponses incluaient l'homme qui dormait à l'étage. 6 semaines après l'accident, Camille commença la kinésithérapie. 3 fois par semaine, Thomas l'accompagnait à la clinique. Il attendait dans la salle d'attente en lisant, toujours là, quand elle sortait fatiguée et douloureuse. Il la soutenait jusqu'à la Mercedes, enfin réparée. Il la ramenait à la maison, ils préparaient le dîner. Ils regardèrent des films ensemble sur le vieux canapé. C'était devenu une routine, une vie. Et Camille réalisa avec terreur et émerveillement que c'était la vie la plus heureuse qu'elle avait jamais vécue. Un soir de décembre, pendant qu'il neigeait dehors et qu'ils étaient assis devant la cheminée en regardant « La vie est belle », Camille se tourna vers Thomas. Elle devait lui dire quelque chose. Il mit le film en pause et lui donna toute son attention. Camille avoua que ces semaines avec lui avaient été les plus heureuses de sa vie, et ça la terrifiait, parce que ça signifiait que toutes les années d'avant avaient été vides. Ça signifiait avoir gaspillé tant de temps à poursuivre les mauvaises choses. Mais ça la terrifiait surtout parce qu'elle tombait amoureuse de lui, et elle ne savait pas quoi en faire. Le silence sembla durer une éternité. Thomas la regarda avec les yeux reflétant la lumière du feu. Il dit lentement qu'il était mécanicien. Il gagnait 800 € par mois. Il vivait dans une maison qui valait peut-être 200, 1000 €. Il n'avait pas voyagé hors de France.
Il n'avait pas de MBA ni de contacts internationaux. Il avait des mains toujours un peu sales de graisse. Il était ordinaire. Camille sentit les larmes brûler. Il allait la rejeter. Comment un homme comme lui pourrait vouloir une femme comme elle? Trop compliqué, trop abîmé. Mais Thomas prit sa main gauche. Il continua en disant que cependant, il était aussi un homme qui était tombé amoureux d'elle. Pas de la PDG, pas de la femme riche. De Camille, de celle qui riait quand il cuisinait trop de pâtes, de celle qui pleurait en lisant Le Petit Prince, de celle qui apprenait à marcher à nouveau et n'abandonnait pas, de la vraie personne. Camille pleura et rit en même temps. Pour la première fois de sa vie adulte, elle se permit d'être complètement vulnérable avec une autre personne. Elle murmura qu'elle l'aimait aussi, et ça la terrifiait à quel point c'était simple de le dire. Thomas se pencha et l'embrassa. Doucement, lentement, comme s'il avait tout le temps du monde. En ce moment, dans le petit salon avec la neige qui tombait dehors et la cheminée qui crépitait, Camille Beaumont trouva quelque chose qu'elle avait cherché toute sa vie sans le savoir, chez elle. 3 mois après l'accident, Camille marchait à nouveau, avec précaution, avec une légère boiterie que les médecins disaient disparaîtrait, mais elle marchait. La première chose qu'elle fit fut d'aller au garage de Thomas. Il la vit entrer. Les escarpins Louboutin remplacés par des baskets confortables, le tailleur Chanel par un jean et un pull en cachemire simple. Elle marcha vers lui pendant que les ouvriers regardaient curieux. Elle l'embrassa devant tout le monde. Elle le remercia pour avoir sauvé bien plus que sa jambe. Ce soir-là, assis dans le jardin, enveloppé dans des couvertures malgré le froid de février, Camille communiqua sa décision. Elle quittait le poste de PDG. Pas l'entreprise, mais le rôle opérationnel quotidien. Elle restait au conseil et actionnaire majoritaire, mais elle embaucherait quelqu'un de plus jeune pour gérer le quotidien. Elle voulait une vie, pas seulement un travail. Thomas demanda sérieusement si elle était sûre. Il ne voulait pas qu'elle renonce à qui elle était pour lui. Camille secoua la tête. Elle ne renonçait pas à qui elle était. Elle choisissait qui elle voulait devenir. Il y avait une différence. Elle voulait devenir une femme qui travaillait pour vivre, ne vivait pas pour travailler. Une femme avec du temps pour les gens qu'elle aimait. Une femme qui regardait les couchers de soleil, lisait des livres, riait pendant le dîner au lieu de vérifier compulsivement ses emails. Thomas sourit en demandant où cette femme pensait vivre. Cette chambre d'amis était occupée depuis un moment, et il s'était habitué à la voir là. Camille rit. Elle pensait chercher une maison ensemble, rien de gigantesque, quelque chose avec un vrai jardin pour planter des roses, de l'espace pour un garage pour lui et un petit bureau pour elle, une cuisine pour cuisiner ensemble, des chambres pour d'éventuels projets futurs. Thomas l'embrassa en guise de réponse. Ce printemps-là, ils achetèrent une maison à la campagne en dehors de Paris. Camille réduisit son rôle dans l'entreprise, travaillant 3 jours par semaine à distance. Thomas ouvrit un petit garage dans la propriété où il réparait des voitures anciennes pendant son temps libre. Ce n'était pas la vie que Camille avait planifiée. Ce n'était pas écrit dans ses plans quinquennaux. Mais c'était la vie qu'elle avait choisie. Et pour la première fois, choisir était différent de contrôler. 2 ans après l'accident, ils se marièrent dans le jardin de leur maison lors d'une petite cérémonie. Seulement des amis proches, beaucoup d'ouvriers du garage et de nouveaux amis du quartier. Camille portait une robe simple couleur ivoire, pas de haute couture, mais quelque chose qui la faisait se sentir belle sans se sentir déguisée. Thomas portait un costume bleu marine, les mains propres, mais avec des traces permanentes d'huile sous les ongles. Elle aimait ses mains plus que tout. Pendant les vœux, Camille dit quelque chose qui fit pleurer la moitié des invités. 2 ans plus tôt, elle était tombée dans ce garage. Elle s'était cassé une jambe et un poignet. Mais ce qui s'était vraiment cassé, c'était la personne qu'elle était devenue. Froide, seule, et convaincue que la valeur se mesurait en euros. Thomas ne l'avait pas seulement emmenée à l'hôpital, il l'avait amenée vers elle-même, vers la vie qu'elle ne savait pas vouloir, vers l'amour qu'elle ne croyait pas mériter. Thomas dit simplement que ce jour-là, il avait vu une femme qui avait oublié comment demander de l'aide. Il était heureux qu'elle ait appris. Il serait là, ou avec ses mains sales et son fourgon cabossé chaque jour de leur vie. 3 ans après le mariage naquit leur fille, Emma.
Camille, qui pensait ne jamais vouloir d'enfants parce qu'elle n'avait pas le temps, découvrit que, quand on avait vraiment du temps, les enfants remplissaient ce temps de sens inimaginable. Elle regardait Thomas apprendre à Emma comment réparer le vélo dans le garage, les grandes mains guidant les petites, et elle pensait à quel point elle avait eu de la chance, pas parce qu'elle était tombée, mais parce qu'elle avait choisi de se relever différemment. Elle avait choisi de voir avec le cœur au lieu des yeux. L'entreprise continuait bien sous la nouvelle direction. Camille restait impliquée, mais pas consumée. Elle avait du temps. Du temps pour de longs dîners avec Thomas, du temps pour lire des livres à Emma, du temps pour cultiver des roses, du temps pour regarder les couchers de soleil, du temps pour vivre. Chaque année, à l'anniversaire de l'accident, Camille et Thomas retournaient au garage. Elle portait avec grande difficulté les mêmes escarpins loup-boutin de ce jour-là. Ils marchèrent sur le sol, maintenant toujours très propre, et ils se rappelaient que parfois il faut tomber pour comprendre où on allait vraiment. La leçon était simple mais profonde. La vraie valeur ne se mesure jamais dans le compte en banque ou le titre de travail, mais dans le caractère, la dignité, la capacité de grandir et changer. Parfois, les mains qui vous aident à vous relever sont celles qui changent votre vie pour toujours. Et parfois, le véritable amour naît non de la perfection, mais de la vulnérabilité partagée, de la croissance commune, du choix quotidien de regarder avec le cœur. Il suffit de mains sales d'huile et d'un cœur propre pour sauver une vie qui semblait avoir tout, mais n'avait rien de ce qui compte vraiment. Mais like, si tu crois que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas en argent, mais en humanité, commente en racontant un moment où tu as dû tomber pour comprendre ce qui comptait vraiment dans ta vie. Partage si tu penses que cette histoire rappelle que le véritable amour ne regarde pas le compte en banque, mais le cœur. Abonne-toi pour plus d'histoires qui démontrent comment les chutes peuvent devenir des renaissances. Parfois, le destin te fait tomber exactement où tu dois être. Parfois, les mains qui t'aident à te relever sont celles qui changent ta vie pour toujours. Parfois, l'homme que tu traites le pire devient l'homme qui t'aime le mieux. Parce que le véritable amour ne naît pas de la perfection, mais de la vulnérabilité partagée, de la croissance commune, du choix quotidien de regarder avec le cœur au lieu des yeux. Et parfois, il suffit de mains sales d'huile et d'un cœur propre pour sauver une vie qui semblait avoir tout, mais n'avait rien de ce qui compte vraiment.